Bonjour à tous et merci de nous avoir retrouvés aujourd'hui pour cette Euroquestion saison 2026, épisode 12. Je m'appelle William Alater, je travaille à l'Institut Jacques Delors et j'ai le plaisir d'animer cette session des Euroquestions qui est assez exceptionnelle. Nous n'avons pas seulement un invité mais deux. Bonjour Joël, bonjour Sébastien, merci encore d'avoir accepté cette invitation. Bonjour. Alors, avant de vous donner la parole, je souhaite remercier d'abord la délégation française de la Fondation Gulbenkian qui soutient ces Euroquestions. Et je voudrais aussi rappeler à nos participants que vous pouvez poser des questions dans la session liée au chat et nous tâcherons d'y répondre à la fin des présentations des deux participants. Alors aujourd'hui, cette semaine, on a célébré les 10 ans après le référendum où le Royaume-Uni a décidé de quitter l'Union européenne. Et cette Euroquestion propose de faire le point tant du côté britannique qu'européen, et voir l'état réel des relations entre Londres et Bruxelles. Quelles relations aussi, on a vu les changements récents de cette semaine, peut-on imaginer dans les mois qui viennent et aussi dans les années à venir? Pour nous aider à répondre à ces questions et à mieux comprendre les dynamiques du moment, nous avons deux invités de grand renom. Joël Wieland. Joël, tu es chercheur au sein de UK in a Changing Europe, un think tank basé à Londres, et tes travaux portent notamment sur la politique intérieure britannique et ses implications sur les relations entre Londres et Bruxelles. Et nous accueillons aussi Sébastien Maillard. Sébastien, tu es ancien directeur de l'Institut Jacques Delors et tu es désormais conseiller spécial de l'Institut et également chercheur associé à Chatham House. Et tu travailles sur ces questions de relations entre l'UE et le Royaume-Uni. Alors Sébastien, je te propose de commencer par ta lecture de la relation entre l'Union européenne et le Royaume-Uni aujourd'hui, en prenant en compte comment l'Union européenne conçoit-elle désormais sa relation avec son partenaire à Londres. Et nous tournerons ensuite vers Joël pour mieux comprendre et analyser la manière dont les Britanniques envisagent leur relation désormais avec Bruxelles. Les questions qu'on va vouloir toucher aujourd'hui, c'est vraiment comment est-ce que cette coopération s'opère en ce jour entre le Royaume-Uni et l'Union européenne. Quelles évolutions peut-on imaginer sur les questions économiques, commerciales, de défense, par exemple, entre ces deux partenaires? Et également, quels facteurs politiques, alors au Royaume-Uni, mais aussi dans les différents pays de l'Union européenne, et aussi les facteurs géopolitiques du moment pourraient favoriser un rapprochement ou à la fois possiblement une détente entre les deux partenaires. Sébastien, je te propose de commencer, je te donne la parole. Merci William et merci à vous tous de vous connecter pour cette effectivement nouvelle Euroquestion qui n'est pas là pour célébrer le Brexit, mais effectivement prendre peut-être la mesure de tout ce qui s'est produit ces 10 dernières années depuis ce référendum du 23 juin 2016 où les Britanniques ont fait donc ce choix de quitter l'Union européenne. Et Michel Barnier était récemment à Londres pour marquer cet anniversaire, peut-être ce triste anniversaire. Michel Barnier qui était donc le négociateur en chef des 27 pendant toutes les négociations avec l'autorité britannique sur le Brexit. Et il avait cette anecdote qu'il a souvent rappelée, qu'il a même écrit dans un livre, où en 2018, il rencontre Nigel Farage, qui on sait était un des turiféraires de cette sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne. C'était en 2018. Et il demande à M. Farage, mais comment est-ce que vous voyez finalement la relation, vous qui avez quelque sorte gagné le Brexit, comment est-ce que vous voyez la future relation entre le Royaume-Uni et l'Union européenne après le Brexit, qui est un peu la question, William, qui est posée par ce terreau question. Quelle est la future relation? Et la réponse de Farage est très claire. Il dit, Mr. Barnier, after Brexit, the EU will no longer exist. Après le Brexit, l'Union européenne n'existera plus. Et on voit que 10 ans après, l'Union européenne existe toujours, est bel et bien là. Et donc, il y a un démenti de cette affirmation bien présomptueuse de M. Farage. Non seulement l'UE est toujours debout, mais je dirais qu'elle a survécu au Brexit assez, plutôt même haut la main. Et je voudrais juste rappeler comment juridiquement, économiquement et politiquement on s'en est sorti. C'est vrai que ça avait été appréhendé avec beaucoup d'appréhension dans la mesure où ce Brexit est arrivé après plusieurs crises déjà, hein. Il y avait eu la crise financière, la crise des dettes souveraines en zone euro, la crise grecque, hein, la crise migratoire. Et on parlait à l'époque, en 2016,
c'est Jean-Claude Juncker, le président de la Commission, qui parlait de polycrise, une polycrise. Et donc le Brexit, c'était, je dirais, une énième crise qui s'ajoutait à toutes celles que j'ai rappelées, euh, mais d'une toute autre nature. Et c'est avant tout, et je dirais, été un défi juridique, puisque l'Union européenne, c'est une construction à la base juridique, hein. Ce sont des traités. Et là-dessus, je dirais, c'était un vrai défi juridique, et le Brexit, c'est une grande leçon de droit. Puisque ce qui s'est passé, en fait, est, je dirais, tout à fait légal. D'un point de vue juridique, il y a un article 50 dans le traité européen qui prévoit la sortie d'un État membre s'il le souhaite. C'est ce qu'a fait le Royaume-Uni. Et il y a eu un accord de retrait en 2020, et les relations après ont été encadrées et sont toujours encadrées par un accord de commerce et de coopération la même année en 2020, euh, qui a été en fait l'année de la sortie effective du Royaume-Uni, hein. Le Royaume-Uni n'est pas sorti il y a 10 ans, il est sorti en fait plus de 5 ans. Et c'est vrai qu'il y avait tout un défi juridique pour le sort des citoyens européens en Grande-Bretagne, les Britanniques en Europe, pour il y avait même un vrai casse-tête juridique, on pourrait y revenir sur le cas de l'Irlande du Nord ou de Gibraltar, des agences européennes qu'il a fallu déménager. Mais tout ça, je dirais, a été réglé. Et je le rappelle parce qu'on est dans un monde où souvent, on le voit aux États-Unis ou en Russie ou ailleurs, ou en Chine, que le droit est malmené. Je dirais que dans cette façon dont le Brexit a été géré, euh, aussi bien par les Européens que par les Britanniques, ça s'est fait quand même dans les règles du droit. Et avant tout, d'ailleurs, pour avoir, c'était l'expression d'un ordered exit, hein, d'une sortie ordonnée. Et ça a été pour une manière pour l'Europe face au reste du monde de montrer que c'était encore on savait opérer dans les règles du droit, même dans des circonstances aussi dramatiques que cela. Économiquement, je dirais, ce n'est pas du tout indolore, mais le choc est plutôt asymétrique entre le Royaume-Uni d'un côté et l'Union européenne. Pour le Royaume-Uni, les mesures sont plutôt de 6 à 8 points de PIB, selon les études les plus récentes et les plus sérieuses, en 10 ans que le Brexit aurait coûté à l'économie britannique. Je n'ai pas le chiffre équivalent sur l'UE, mais on imagine qu'il est beaucoup moindre. Mais c'est vrai que le volume d'échanges, globalement, a diminué. En tout cas, au tout début, sur la période 2021-2023, alors c'est peut-être aussi lié au Covid, hein, mais c'est vrai que les volumes d'échanges ont diminué parce que le Brexit, ça a introduit des procédures, des contrôles, des certifications, des inspections. Je dirais c'est c'est vraiment tout l'inverse d'un choc de simplification. C'est au contraire un choc de bureaucratisation pour les entreprises qui ont été confrontées à beaucoup d'incertitudes, en particulier les PME. On se souvient aussi des craintes des pêcheurs. Et la France a été particulièrement exposée en fait à cela dans la mesure parce que la France est l'État le voisin qui a la frontière la plus large et là où passe le tunnel avec les échanges. Donc il a fallu embaucher aussi côté français des douaniers, aménager des espaces pour les contrôles. Et en fait, il y a eu tout un défi logistique, hein, en fait à organiser aussi cela. Et je trouve que pour le résumer que le Brexit, c'est une démonstration par l'absurde, en fait, de ce qu'est le marché intérieur. Et en fait, c'est quand on le quitte qu'on voit, je dirais, tout ce que ça implique après comme réintroduction. Donc, économiquement, ça a obstrué des flux qui étaient jusqu'alors tout à fait limpides. Mais politiquement, c'est un coup dur, mais qui a été digéré. On l'a vu, finalement en 2016, il n'y a eu aucun effet domino. On n'a pas vu d'autres États membres vouloir imiter ce qu'a entrepris le Royaume-Uni, ni aux Pays-Bas où il y avait des élections juste après, ni en France où on se souvient aussi, pendant la campagne présidentielle 2017, c'était un thème du Frexit, aussi bien à l'extrême droite qu'à l'extrême gauche, qui était aussi en vogue. On voit plus aujourd'hui de partis extrême droite faire campagne là-dessus ou menacer de brandir la menace de la sortie du Royaume-Uni. Donc ça, c'est une chose. La deuxième chose, politiquement, c'est que pendant toute cette période-là, l'unité des 27 a été maintenue. Et ça a été incarné d'ailleurs par Michel Barnier, qui a été nommé exprès pour être le représentant des 27 et la porte d'entrée unique en quelque sorte pour les Britanniques. Donc côté européen, l'unité a été maintenue, pas d'effet domino. Mais, et c'est peut-être là le plus important, c'est que d'un point de vue européen, si on pense au projet européen, il faut bien reconnaître le Brexit était, contrairement aux autres crises que j'ai énumérées au début, le Brexit là, a été vraiment dirigé contre l'UE en tant que tel. C'est une sorte d'attentat contre l'UE.
C'est la sortie d'un grand État membre à froid par un choix délibéré. Et donc, c'est, je dirais, slap in the face, hein. Et c'est une claque à la figure de l'UE. C'est un peu humiliant pour le projet d'intégration qui vivait jusque-là peut-être sur le mythe que eh bien, les traités que nous avons noués entre nous sont pour l'éternité. On se souvient quand on est passé à l'euro, c'était dit d'une manière irrévocable. Donc, il y avait le côté, j'emploie encore un anglicisme de never ending story, mais que voilà, la construction européenne était faite pour s'approfondir, les élargissements successifs, et jamais on avait envisagé en fait une telle sorte, l'inversion. Et donc ça a montré, ça a touché en fait la fragilité de l'édifice, qui encore une fois est une construction juridique, et en même temps en montre la nature profonde, au sens où l'Union européenne, on voit avec le Brexit, n'est vraiment pas un empire. Autant peut-être les Brexiteurs, eux, avaient des rêves de nostalgie de l'Empire britannique, mais ça a montré inversement que l'Union européenne n'est pas un empire, n'est pas une entreprise de domination. Aucun char n'a été envoyé à Londres pour maintenir le Royaume-Uni dans l'Union européenne. D'ailleurs, je ne sais pas la Commission n'a pas de char à envoyer, mais plus sérieusement, ça montre que ça repose sur un choix démocratique et que la démocratie a été respectée. Après, on pourrait penser que les arguments pour la campagne étaient discutables, qu'il y a eu voilà, c'était un choix peut-être contestable, mais ça a été un choix démocratique à la suite d'un référendum et l'Union y a consenti. Mais l'épisode, il faut reconnaître, quand je parle avec les diplomates à Bruxelles, à Paris ou ailleurs, ça laisse des traces, ça laisse beaucoup de ressentiment, de l'amertume, même une confiance brisée et beaucoup de méfiance aujourd'hui. Beaucoup de méfiance. Jean-Claude Juncker a donné une interview récemment dans un journal anglais, il parle de Wounded EU, une EU blessée. Donc, ça voilà, c'est comme le Brexit a laissé une cicatrice sur l'UE et ça, elle n'est pas prête de disparaître. Alors, lorsque Keir Starmer est arrivé au pouvoir il y a bientôt 2 ans, en 2024, juillet 2024, il voulait recoller les morceaux. Ça a été son entreprise de reset qui a été, alors je pense encore du point de vue européen et je pense que Joël reviendra côté britannique, ça a été accueilli avec beaucoup de curiosité, même plutôt d'ouverture, mais toujours avec cette méfiance d'Européens qui en fait sont passés à autre chose, qui ont la compétitivité à retrouver, la menace russe à gérer. Il y a eu voilà, plein d'autres, euh, non seulement la relation transatlantique aussi avec Donald Trump et la guerre tarifaire à gérer. Donc vraiment le Brexit, quelque sorte, à Bruxelles, on n'en veut plus en entendre parler. Et puis, ce qui a aussi peut-être un peu déboussolé les Européens, c'est que de ce reset était immédiatement assorti des lignes rouges. Donc, le Keir Starmer disait en même temps ce qu'il ne voulait pas faire. Pas d'union douanière, pas de marché intérieur, pas de libre circulation des personnes. Donc, c'était en quelque sorte, on veut se rapprocher, mais on veut surtout pas ça. Alors, ça a laissé longtemps les Européens un peu sur le qui-vive, à se demander mais qu'est-ce que c'est finalement ce reset? Et je pense que le point d'interrogation est longtemps resté. En tout cas, il bute sur les contraintes juridiques dans la situation dans laquelle le Royaume-Uni s'est trouvé, qu'être un pays tiers à l'Union européenne. Mais au moins, le dialogue a été rétabli. On a vu des ministres britanniques venir à des sommets ou à des réunions du Conseil à Bruxelles. La Chancellor of the Exchequer, le chancelier de l'échiquier, est venu à des Eurogroupes. Donc, c'est un peu une entreprise de rabibochage qui n'a pas encore donné de grands résultats, mais qui a au moins permis de changer un peu de ton et d'ambiance, et je pense que c'est déjà important. Et je terminerai par effectivement le débat où se trouve aujourd'hui et je laisserai Joël développer ça, hein, avec un très probable changement de Premier ministre qui n'a pas fait campagne, lui, là, directement sur le rejoin, le fait de réadhérer, mais on sait qu'il n'est pas contre, que c'est un pro-européen. Mais dès qu'il y a ce débat qu'on entend ici à Londres de revenir dans l'Union européenne, de réadhérer, je dirais que côté européen, ça laisse comme plutôt songeur. Je parle du point de vue des dirigeants, de dire est-ce que c'est pas too big too soon, est-ce que c'est pas trop grand trop tôt déjà se poser la question.
diplomates et les ambassadeurs avec qui je peux m'entretenir disent tout le temps, on voudrait déjà que les Britanniques respectent les accords sur lesquels qu'on a conclus, et après on verra ce qu'on peut faire, mais et surtout peut-être côté français, la crainte en fait que le Royaume-Uni ne voit toujours le projet européen que sous un prisme purement économique, alors qu'en 10 ans, l'Union européenne a beaucoup changé aussi. En 10 ans, le monde a changé. Les menaces ne sont plus du tout les mêmes qu'en 2016. Et, rappelons-nous que le référendum sur le Brexit a eu lieu avant l'élection de Trump, le premier mandat de Trump. Et bien sûr, aujourd'hui, les termes du débat géopolitique ont complètement changé, ce qui fait que les Européens sont passés aussi à autre chose et aujourd'hui, ont un projet de puissance. Et tout le narratif autour de l'autonomie stratégique, de la souveraineté européenne. Et je dirais c'est beaucoup développé depuis la sortie du Royaume-Uni. Et le Royaume-Uni n'est pas encore, en tout cas ce que je lis ici, n'est pas encore dans ce langage-là, dans ces termes-là, lorsqu'il parle de l'Union européenne. Or, aujourd'hui, c'est bien là-dessus que doit porter un éventuel rapprochement entre l'Union européenne et le Royaume-Uni, qui est nécessaire si on veut effectivement construire une Europe puissance. Merci beaucoup Sébastien, c'est fascinant et on va pouvoir justement voir l'autre côté de la Manche avec Joël qui va nous présenter du coup le point de vue britannique sur cette relation. Ok, bah merci William, merci Sébastien. Bonjour à tout le monde. Bah oui, je vais expliquer un peu l'évolution du reset depuis 2020, 2024 et bah, les questions évidemment de où est-ce que les choses vont aller avec très probablement un nouveau Premier ministre, Andy Burnham, qui va arriver au pouvoir dans les jours ou les semaines qui viennent. Mais juste d'abord pour mettre un peu de contexte, il faut dire que le changement de gouvernement en 2024 ça a emmené le parti Labour au pouvoir, bon, première fois depuis 14 ans. Et c'est un parti qui est, la grande majorité des députés sont très pro-européens. Alors, s'il avait un référendum juste pour les députés Labour, ça serait 90-95% rejoin. Mais en même temps, le reset, c'était un projet beaucoup plus timide. Et ça, c'était fait exprès. C'est un produit de la politique britannique où Labour avait très peur des voteurs conservateurs et Reform, le parti de Nigel Farage, et il voulait pas donner l'impression qu'avec un gouvernement Labour, la question de rejoindre serait remise en question. Alors c'était tout pour montrer, avec ces red lines, pas d'union douanière, pas de marché unique, pas libre mouvement des personnes, que le deal négocié par Johnson va rester en place. Mais c'est juste, on va l'améliorer. We're going to make Brexit work. C'était le message clé. Mais depuis que le gouvernement est arrivé au pouvoir, on a vu de plus en plus une tension entre le reset d'un côté, alors c'est-à-dire on veut vu les choses mais d'une manière timide, et de l'autre côté le besoin de croissance économique, parce que tout que Labour veut faire pour investir dans l'État public, dans le système de santé, gouvernements locaux, tout ça, ça demande plus de croissance pour avoir plus d'impôts, pour investir. Et là, que peux-tu faire pour augmenter la croissance britannique? Bah, réponse numéro un, c'est rejoindre le marché unique ou rejoindre l'Union européenne. Mais on a un reset qui est basé sur, on peut dire, trois accords économiques. Un accord, c'est pour le SPS, les régulations sanitaires, phytosanitaires, c'est-à-dire faciliter l'échange de la nourriture entre le Royaume-Uni et l'Union européenne. Une autre, c'est le marché carbone. Et un autre, c'est le marché électrique. Et si tout est livré, dans 15 ans, ça pourrait ajouter au PIB britannique au maximum 0,5%. Alors, c'est très peu quand on compare comme ça avait cité avant, l'effet négatif du Brexit, qui est environ 6-8% du PIB qui a été pas enlevé, mais qui a été pas que le Royaume-Uni a pas eu parce qu'il est sorti de l'Union européenne. Et on voit plus en plus clairement, il y a Rachel Reeves, le ministre des Finances, qui dit, elle cite souvent ce chiffre, 8% du PIB qu'on a perdu, et de l'autre côté, ces accords tellement timides qu'ils sont en train de poursuivre. Et on avait de plus en plus un sentiment que le gouvernement voyait qu'il pouvait pas continuer sur ces principes-là. Mais je vais juste, attends, je vais essayer de vous montrer mon écran. J'espère que ça va marcher.
Ok. Oui, je crois que c'est bon là. Pardon, désolé que ça prend. Oui, alors la question de pourquoi est-ce qu'il reste si timide quand on voit là sur l'écran qu'il a une majorité claire et nette depuis 2022 qui est en faveur du rejoin au niveau du public britannique. Et là, c'est depuis 3, presque 4 ans maintenant que c'est après le budget Liz Truss où l'économie avait été très mal frappée par tous ces effets-là que les gens commençaient à vraiment penser qu'en fait le Brexit c'est pas une bonne chose, que l'économie va mal et il préférerait rejoindre s'il avait un deuxième référendum. Alors dans ce contexte-là, où il a une majorité claire et durable sur ces questions-là, pourquoi est-ce que le gouvernement reste si prudent? Et c'est parce que la question du Brexit, c'est très partisan toujours. Même si, euh, même si oui, 60% dit qu'ils aimeraient rejoindre l'Union européenne, il a toujours une grande majorité des gens qui ont voté pour Leave en 2016, les gens qui sont en faveur du Brexit, qui voteraient toujours pour rester en dehors, 3 quarts. Et évidemment, 81% des Remainers, ils voteraient pour rejoindre. Alors, si tu proposes un référendum sur le Brexit, tu risques de remettre en question tous ces débats très, très, très divisifs dans le pays. Et Labour n'a pas vraiment envie de faire ça. Surtout, il a aussi une division entre les partis. Alors, les électeurs Labour, oui, ils aimeraient bien rejoindre, mais les électeurs Reform, conservateurs, ils sont beaucoup moins intéressés par la question. Et là, ce parti du pays, le fameux Red Wall dans le Royaume-Uni, qui était avant les électeurs, surtout de la classe ouvrière, qui votaient génération après génération pour Labour. C'était même sans question, tu vois, c'est ce qu'on fait dans notre famille. On travaille dans certaines industries, c'est des industries Labour. Mais depuis la déindustrialisation sous Margaret Thatcher, ils ont été un peu moins alliés au parti et maintenant, c'était en 2029 avec 2019 avec Boris Johnson. D'abord, ils ont allé beaucoup voter pour les conservateurs et maintenant, beaucoup votent pour Reform et Nigel Farage. Alors, Labour a très peur que si ils remènent en question cette question de Brexit, ils vont perdre beaucoup de fois dans ce Red Wall. Ils risquent de perdre leur majorité au sein du Parlement. Et aussi, il faut dire que le Brexit, c'est un peu comme la météo au Royaume-Uni. Alors, la plupart des gens ne l'aiment pas, ils trouvent que c'est chiant, ça apporte rien à notre vie, mais en même temps, ils acceptent. C'est comme ça que c'est. Et c'est une façon très britannique d'être. Si on a un problème, on va pas vraiment le débattre, on va juste laisser faire semblant que ça n'existe pas presque. Et si tu regardes les sondages sur quelle est la question la plus importante au niveau politique maintenant, en 2024, c'était 2% des gens qui disaient que c'est la question européenne. Et même depuis que Labour est revenu au pouvoir, ils ont commencé à parler un peu plus des relations européennes. Ça n'a pas changé du tout les attitudes des électeurs. Et c'est une question ça préoccupe pas beaucoup de gens. Alors, si tu bases ta campagne électorale sur rejoindre l'UE, tu tapes pas tu vois, dans une forte sentiment au niveau du public britannique. Mais la question aussi, c'est comment on va changer? Est-ce que les choses vont évoluer avec le nouveau Premier ministre qui va venir, Andy Burnham? Il faut mettre un peu de contexte. Burnham, c'est un homme entre Manchester et Liverpool. Alors, c'est-à-dire, c'est la partie du pays autour du Red Wall. Et sans circonscription, où il vient d'être élu, c'est un endroit classique Red Wall où Reform était pas loin de gagner. C'était l'opposition la plus dangereuse pour lui. Alors ça met, je pense, plus de pression pour lui pour pas trop parler du Brexit. Et même si dans le passé, il a dit que il pense que le Royaume-Uni devrait rejoindre l'Union européenne pendant qu'il est toujours en vie. Il a dit dans In My Lifetime. Maintenant, depuis qu'il a commencé sa candidature pour devenir député et maintenant Premier ministre, il a changé totalement de discours. Il dit I don't want to rerun les arguments. On ne veut pas remettre en question toutes ces questions européennes. Alors ça revient à ce que je parlais avant, que la plupart des gens s'intéressent pas à la question de l'Europe. Alors je veux pas trop faire sur cette question-là.
Et son projet politique s'est basé beaucoup plus sur la dévolution, c'est-à-dire donner plus de pouvoir aux autres parties du pays, à Manchester, alors plus de pouvoir pour dans les comment dire les Collectivité locale. maires, les maires, les choses comme ça, parce que lui avant il était c'était le maire de Manchester. Alors c'est plus ouais, changer le système économique dans le pays plutôt que ouvrir des questions internationales. Il faut mieux régler les choses à la maison avant qu'on commence à parler des questions des autres pays. Mais les choses pourraient changer en 2029, quand sans doute ce sera la prochaine élection parlementaire au Royaume-Uni, parce que si on regarde, parce que Labour a été élu avec une majorité énorme, il avait 2/3 des sièges au Parlement, mais ils ont perdu beaucoup de voix depuis qu'ils sont venus au pouvoir. Keir Starmer n'était pas un leader populaire du tout, mais il faut dire que la plupart des électeurs qui ont quitté Labour, ils sont pas allés vers Reform, ils sont pas allés vers la droite, ils sont allés vers la gauche, pour les partis comme les Verts, les Liberal Democrats, qui est ou les partis nationalistes en Écosse et en Pays de Galles, qui sont très pro-européens. Et c'est peut-être trois quarts, 80% des électeurs, ils ont été perdus à la gauche. Alors, c'est-à-dire que peut-être en 2029, si Labour veut être réélu, il va avoir besoin d'avoir un projet qui attire ces gens-là qui sont en train de quitter le parti. Et quelle est la question qui unisse les électeurs des Greens, des Lib Dems, des nationalistes en Écosse, Pays de Galles? C'est la question de l'Europe. Tous ces partis-là, ils sont ils sentent fortement que le Royaume-Uni a besoin des relations beaucoup plus proches avec l'UE. Alors, ça va peut-être provoquer Labour à faire quelque chose de plus ambitieux et surtout, je pense pas qu'ils vont promettre de revenir en Europe ou même avoir un deuxième référendum, mais à la limite, ça va être, il va s'en débarrasser des red lines, je pense, parce que là, ça limite vraiment ce que tu peux faire avec l'UE. Tu peux pas avoir plus de croissance économique. Et comme Sébastien a dit, pour les Britanniques, la question de l'Europe, c'est surtout une question économique. Comment est-ce qu'on peut avoir ouais, comment est-ce que ça peut aider notre économie? Et si tu as pas les red lines dans le manifesto en 2029, c'est-à-dire que tu as plus d'opportunités ouais, pour avancer les choses sur le plan économique. Mais la grande question, c'est quelle est la solution? Si on n'est pas dans le TCA, c'est l'accord qu'on a en ce moment, que peux-tu faire d'autre? Et mon analyse, c'est que tous les solutions compromis, on dirait halfway house en anglais, c'est-à-dire où t'es pas membre État de l'Union européenne, mais t'es comme la Suisse, ou comme la Norvège, ou même dans l'Union douanière, c'est pas nécessairement facile, c'est pas un argument facile à procurer dans une campagne électorale. Parce que bah là, tu vois, c'est un sondage qu'on a fait nous. C'est est-ce que tu voterais, désolé que c'est en anglais, mais la question c'est en fait c'est quelle serait la probabilité que tu votes pour Labour s'ils ont plusieurs politiques européennes différentes. Alors à l'instant, il y a 30% des gens qui disent avec la politique qu'ils ont, je pense que je voterai ou je voterai peut-être Labour. Si ça change à union douanière, marché unique, ça augmente un petit peu, mais pas beaucoup. Mais c'est la seule question qui attire les gens vers Labour, c'est s'il avait un référendum, se rejoindre. Et c'est parce que tout ce qui est marché unique, les choses comme ça amène tous les problèmes du point de vue britannique de l'Europe, c'est-à-dire il faut accepter le libre mouvement des personnes. Alors c'est des questions d'immigration qui sont remises en question. Il faut accepter les règlements européens sans avoir vraiment d'influence dessus. Et il faut donner beaucoup plus d'argent dans le budget. Il faut mettre plus d'argent dans le budget européen. Toutes les choses qui ont été critiquées dans le passé, mais sans un des atouts le plus important, c'est le pouvoir d'avoir un siège dans tous les BELA, tous les conseils, avoir l'influence sur la direction de l'Europe dans l'avenir. Alors, si tu commences à vraiment interroger la question de quelle est la position la meilleure pour le Royaume-Uni, être dans une position comme la Norvège
ou la Suisse, ça attire pas les électeurs du tout. Il a beaucoup de sensibilité à la question de souveraineté, toujours, et l'idée que Bruxelles va créer notre régulation, notre loi dans l'avenir, toujours, c'est Paris qui va avoir plus d'influence sur les règlements financiers que Londres. C'est quelque chose qui est pas, ça passe très mal avec les électeurs, même les électeurs pro-européens, on pourrait dire. Et, euh, et je pense que les Brexiteurs aussi, les gens comme Farage ou Boris Johnson, ils préféraient rejoindre l'Union européenne, être dans le marché unique, où tu es dans une position de, comment dire en anglais, vassal state, où tu n'as pas de contrôle sur tes propres règlements. Et c'est la pire position au niveau de souveraineté. Alors, soit on reste où on est, où on a plus de souveraineté, même si le Royaume-Uni n'a pas beaucoup changé ses régulations depuis le Brexit, mais en principe, tu as la souveraineté et beaucoup de, comment dire, barrières économiques pour le commerce, ou c'est une question de rejoindre où t'as une autre forme de souveraineté où tu as l'influence sur les régulations européennes dans l'avenir. Alors, ouais, je suis assez pessimiste sur l'idée qu'on va trouver un nouveau compromis euh, qui est pas ce qu'on a maintenant. Et pour ces raisons-là, je suis pas très optimiste que les choses vont beaucoup s'évoluer dans les années qui viennent parce que cette question d'un deuxième référendum, ça reste vraiment très difficile, assez toxique dans le pays. Et ouais, la solution britannique, souvent, c'est juste rester avec le statu quo et pas trop essayer de changer les choses. Alors, je vais laisser la sur ce note assez pessimiste. Merci Joël. Bah, c'est vrai que, en tout cas, le Brexit a toujours été décrit comme un divorce très amer et je pense que voilà, c'est vrai que, comme l'a très bien rappelé aussi Sébastien, il y a un vrai besoin d'une cicatrice qui a besoin encore de cicatriser. Je peux J'ai juste rebondir sur une chose qu'a dit Joël absolument, absolument, allez-y rapidement. Sébastien. Bref, en effet, un des slogans il y a 10 ans de référendum, hein, c'était Take Back Control, reprendre le contrôle, et l'idée qu'on ne devait plus subir cette bureaucratie non élue bruxelloise, et et vraiment reprendre notre destin en main. Et d'une part, comme je l'a dit, la divergence finalement, et c'est ce que Yuki se mesure très bien, avec son Divergence Tracker, il y a eu finalement relativement peu de divergences. Bien sûr, il y en a sur des points précis, mais quand même, globalement, le Royaume-Uni est comme sorti, mais resté juste au coin de la porte. Il n'y a pas eu économiquement une énorme divergence. On redoutait côté européen que il y allait avoir du dumping fiscal, dumping social et que dumping environnemental et qu'on aurait, vous savez, il y avait un peu ce mythe de Singapour sur Tamise. Bon, ça s'est pas matérialisé. La deuxième remarque, c'est que euh, c'est vrai que les élections 2029, alors ça paraît encore très loin d'en parler, mais ce sera peut-être de facto une sorte de référendum sur l'Europe. Ce sera pas un référendum sur l'Europe, ce sont des élections législatives pour élire des députés à la Chambre des communes, mais la question européenne sera sans doute centrale, enfin en tout cas telle qu'elle apparaît aujourd'hui, la manière dont on voit ça, est-ce que ce sera une sorte de oui ou non sur l'Europe dans un paysage politique fragmenté comme le slide de Joël le montrait bien avec les différents bords, les différents partis politiques on n'est plus du tout dans un système aussi bipartisan qu'avant. Et puis dernière remarque, c'est qu'effectivement le, la situation paradoxale dans laquelle se trouve aujourd'hui dans ce statu quo, peut-être un peu intenable, mais qui risque de durer, espèce d'équilibre instable dans lequel est la relation, c'est que on voit bien que se retrouver à devoir s'aligner sur le droit européen. Joël parlait par exemple des règles sanitaires et phytosanitaires pour les lever, les Européens disent aux Anglais, on veut bien les lever ces contrôles si vous vous alignez sur notre droit. Si vous vous conformez au droit européen, bien sûr, on fait plus de contrôle. Et c'est très important puisque le Royaume-Uni, par exemple, ne produit que seulement 16% des fruits et légumes qu'il consomme. Donc, beaucoup est importé. Et c'est vrai que ces contrôles, ça fait ça perd du temps, ça perd c'est quelque chose d'inflation. Enfin, donc ça peut apporter, ça peut jouer un peu sur la croissance. Mais on se retrouve effectivement à devoir s'aligner sur un droit européen pour lequel le Royaume-Uni n'a plus son mot, n'a plus voix au chapitre. Et donc c'est effectivement très frustrant et on voit pas comment politiquement c'est tenable
de durée, dans la durée se retrouver à devoir s'aligner. Alors j'aimais bien l'expression de Keir Starmer qui disait il avait dit ça à la BBC au début de cette année dans une interview le 4 janvier, de faire le choix souverain de s'aligner. Alors c'est vrai que c'est le choix souverain du Royaume-Uni de s'aligner, mais n'empêche qu'on s'aligne. Et on peut, la relation, la position avant qu'on ait État membre était bien sûr de participer à l'élaboration du droit, puisque le droit européen, n'en déplaise à l'extrême droite en France, n'est pas un droit qui nous tombe du ciel, c'est un droit qu'on co-construit tous ensemble pour l'Union européenne. Merci Sébastien, c'est absolument cette question, je trouve très intéressante de voir le Brexit sous cet œil juridique, parce que c'est vrai qu'il a souvent été, comment dire, sensationalized, il y a toujours eu beaucoup d'émotions attachées à ce Brexit, et c'est vrai que c'est un point de vue euh, qui permet aussi de rationaliser le débat. On a plusieurs questions, écoutez, qui suivent. Je vais peut-être commencer avec Joël, et je voulais revenir sur. Tu as mentionné, alors dans cette dynamique de Take Back Control, on se rappelle qu'il y a 10 ans, pendant la campagne, un des grands thèmes qui avait mobilisé la campagne, c'était le thème de l'immigration. Et cette question migratoire, comment est-ce qu'elle a évolué depuis le Brexit? Quelle relation sur Free Movement existe-t-il désormais? Qu'est-ce qu'on a peut-être retiré? Et également, cette question de l'opinion publique, je la trouve fascinante parce que, comme tu l'as si bien montré, on a une division qui est à la fois partisane sur cette question d'un potentiel rejoin, mais je pense qu'elle va plus loin que ça. Elle est générationnelle, elle est géographique. Oui. Et également, quand on pose, moi, c'est quelque chose qui m'interroge beaucoup toujours, c'est de dire que les Britanniques sont à ça. Je crois que les derniers sondages disent qu'à 57%, les Britanniques veulent revenir dans l'UE. Mais la question est trompeuse parce que réellement, quel type de Brexit, et que tu l'as très bien évoqué, est-ce que les Britanniques veulent vraiment? Donc, si tu pourrais, si tu pourrais expliquer aussi comment l'opinion publique, lui, ressent ce Brexit, aussi peut-être, voilà, on a parlé des questions de logistique. Moi, je trouve que le Brexit ne se matérialise pas plus que les nouveaux postes frontières qu'on a installés à la gare du Nord, par exemple. Donc voilà, comment est-ce que le Brexit est vraiment vécu par les Britanniques? Et peut-être aussi pour Sébastien, j'en poserai une qui est quelque chose que tu as mentionné pendant la campagne, et c'est une question qu'on a en ligne. Est-ce que les mensonges énoncés pendant le Brexit, en particulier sur l'impact économique, et notamment ce bus qu'on connaît tous, avec les 350 millions dans le système de santé, ont été compris par les Britanniques? Et où en est-on, voilà, sur cette question du système de santé? Et une dernière question, parce que tu as mentionné l'article 50 dans cette version juridique, il y a aussi l'article 49 qui permet de re-rentrer. Alors, on recommencerait de zéro, mais on a vu Michel Barnier récemment évoquer la possibilité de Britanniques pouvant rentrer dans l'Union avec les conditions de opt-out, c'est-à-dire les termes de faveur, donc de ne pas avoir besoin de rentrer dans l'espace Schengen, de prendre l'euro. Comment voilà cette annonce a pu être comprise par Bruxelles? Joël, je ne sais pas si tu veux commencer par répondre. Oui, beaucoup de questions là. Je commence avec l'immigration parce que c'est fascinant en fait l'immigration. Et le Royaume-Uni a repris le contrôle pour libéraliser l'immigration. Tout le monde pensait que ça allait emmener à une grande diminution. C'était le grand thème de la campagne. Je dirais même c'est pourquoi Leave avait gagné. C'est parce qu'ils ont réussi à aligner la question du Brexit avec la question de l'immigration. Il avait une forte sentiment négatif déjà sur cette question. Mais depuis qu'est-ce qui s'est passé? Bah, d'abord, le gouvernement, évidemment, on n'a plus de libre mouvement des personnes pour les Européens, mais pour le reste du monde, les termes d'immigration ont été radicalement libéralisés. C'est-à-dire que plus facilement, tu peux avoir un visa au niveau du salaire, au niveau des qualifications qu'il faut avoir. C'était rendu plus facile pour venir et on a vu une augmentation énorme. C'est-à-dire, on était au point en 2016, quand le Royaume-Uni avait voté pour le Brexit, c'était net l'immigration, c'était 300 000 par an à peu près. Et en 2022, c'est-à-dire juste après que le TCA a eu fait, au 2023, c'était 3 fois plus, c'était 900 000 par an. Et c'était parce que beaucoup de gens sont venus en tant qu'étudiants, beaucoup dans le système universitaire,
et aussi dans le cadre professionnel, c'est-à-dire dans les services techniques, dans l'informatique, dans les finances, aussi dans les hôpitaux. Et alors, c'était une forme d'immigration assez éduquée, on peut dire, et c'était un choix délibéré du gouvernement Boris Johnson, qui a vu que on a besoin d'immigration dans l'économie britannique. On peut pas se permettre de faire ces travaux nous-mêmes. On n'a pas les moyens de les faire nous-mêmes. Alors, c'était une des grandes ironies du Brexit. Mais après, les partis comme Reform a commencé à se rendre compte de ces chiffres-là et c'est redevenu un débat, même si personne le sentait personnellement. Il a plus d'immigrés dans le pays qu'avant. C'est redevenu un débat. Alors depuis, le système est devenu beaucoup plus strict. Et ça a aussi changé un peu la démographie de l'immigration, parce qu'avant, c'était plus d'Européens, évidemment. Là, l'immigration nette de l'Europe, c'est négatif, c'est moins zéro. Et la plupart des immigrés viennent des pays comme la Chine, l'Inde, le Nigeria. Alors, c'est un changement comment dire, de démographique. Et il a quelques parties de l'économie où avant, ils utilisaient beaucoup l'immigration européenne, c'est-à-dire dans l'hôtellerie, restauration, construction, les domaines économiques un peu moins skilled, on dirait en anglais. Alors, ça a besoin de moins de qualifications. Là, ils ont plus de mal à trouver le travail maintenant parce que ces gens-là qui venaient de l'Europe, surtout l'Europe de l'Est, ils n'ont pas les moyens de venir comme avant. Alors, ça a eu des effets complexes, nuancés, mais surtout, c'était pas les effets qu'on attendait pendant le référendum. Et sur les questions de rejoin et quelle forme de Brexit, William, oui, tu as entièrement raison. Le grand changement, la raison pour laquelle qu'il a maintenant une majorité claire et nette pour rejoin, c'est parce que entre les gens qui n'ont pas voté en 2016, soit parce qu'ils étaient trop jeunes ou parce qu'ils n'ont pas voté, ils s'intéressaient pas à la question, 2 tiers voteraient pour rejoin aujourd'hui et peut-être 20% voteraient pour remain outside, stay out. Alors, c'est pour ces questions-là, et aussi parce que quelques électeurs du Brexit sont plus avec nous, quoi. C'était des gens âgés. C'est-à-dire qu'il a eu un changement démographique qui apporte assez naturellement vers une majorité en faveur de rejoin. Mais comme j'ai dit, je pense que c'est difficile. Il n'y a pas beaucoup de gouvernements qui ont envie de remettre ces questions en débat parce que c'est tellement difficile. Si, moi, personnellement, mon point de vue, c'est que la position peut-être le plus naturelle pour le Royaume-Uni, s'il n'est pas dans l'Union européenne, c'est la Suisse. Parce que la Norvège et l'Islande, pourquoi ils sont dans la position qu'ils sont? C'est parce que c'est à cause de la pêche et l'agriculture. Ils ont choisi une forme d'accord où ils sont intégrés dans le marché unique, mais avec la souveraineté sur ces deux questions-là, parce que c'est très important pour l'économie, aussi pour l'esprit national. Et c'est pas vraiment la même chose au Royaume-Uni. C'est des économies petites, l'agriculture et la pêche. Mais quelles sont les industries les plus importantes? C'est les services financiers, c'est sciences et recherche, c'est les universités. Et ça, c'est un peu comme la Suisse. Alors, assez logiquement, ça t'amène à une situation où tu es intégré dans le marché unique pour les marchandises. Et comme Sébastien avait dit aussi, et la question, est-ce qu'on va accepter l'alignement dynamique avec les règlements sur la nourriture, même sur tout ce qui est produit goods, comme on dit en anglais. À mon avis, oui, les gens accepteraient parce qu'ils n'ont pas envie d'avoir des régulations moins fortes qu'en Europe. C'est une des raisons pour laquelle que le Royaume-Uni a jamais eu de free trade deal avec les États-Unis depuis le Brexit. C'est parce qu'ils accepteraient jamais les régulations américaines sur la nourriture. Alors, on aime avoir des régulations fortes. C'est pour ça aussi que le gouvernement n'a pas vraiment divergé sur ces questions-là. Alors, je pense que c'est possible politiquement d'emmener un argument. On a les mêmes intérêts, les mêmes principes. On va accepter sur ces domaines-là, mais on garde la souveraineté dans les domaines économiques qui comptent, c'est-à-dire les finances, AI, tout ça. Et ça, je pense que ça appartient, ça reflète assez bien l'esprit britannique. Mais après, c'est une question, est-ce que l'Union européenne serait prête à accepter ce forme de deal? Parce qu'on sait bien que les relations suisses n'ont pas toujours été faciles. Il y a un référendum sans doute l'année prochaine en Suisse pour affirmer le deal. Alors, c'est pas encore fait.
Et alors c'est pas nécessairement facile à négocier, mais je trouve que oui, c'est la solution la plus naturelle, on pourrait dire. Eh ben tiens. Oui, sur les autres questions, d'abord juste un point sur l'Islande, on verra si fin août les Islandais décident ou pas que leur pays soit candidat à l'Union européenne ou pas, et ça pourrait après avoir même des conséquences après sur la Norvège, donc on verra aussi comment ça évolue. Le paradoxe, 10 ans après le Brexit, c'est qu'il n'y a jamais eu autant de candidats à l'Union européenne, hein. Il y a 9 pays candidats pour y rentrer. Peut-être d'ailleurs justement pour l'article 49, pour être candidat. Le Royaume-Uni, juridiquement, a tout à fait le droit de redevenir candidat. Ce serait la troisième tentative d'adhésion. Il y en avait déjà eu une première et il y a eu une deuxième, et donc ce serait la première a été refusée par De Gaulle. Et la deuxième, et ce serait la troisième, que les Européens seraient obligés, en quelque sorte, de regarder, parce que tout État européen, il suffit d'être un État européen. Pour le Royaume-Uni, c'est clair et net. Pour des pays comme le Canada, ce serait plus compliqué à faire valoir, bien sûr, mais pour le Royaume-Uni, il n'y a pas de question qu'il est bien européen. Et donc, est-ce que le Royaume-Uni voudrait se lancer dans un processus où on passe au peigne fin toute sa législation pour voir si elle est conforme à l'acquis communautaire, au droit européen? Et c'est une relation un peu pénible aussi pour le pays candidat d'être avec les autres. Peut-être que Michel Barnier s'est un peu avancé en disant d'emblée que les Britanniques pourraient garder les dérogations qu'ils avaient habilement négociées pour ne pas être dans l'espace de Schengen ou de ne pas prendre l'euro. C'est vrai que ça avait été en leur temps négocié comme ça. Est-ce que là, aujourd'hui, il y aurait d'autres justifications pour faire ces opt-out? En tout cas, je dirais là, Michel Barnier ne parlait qu'en son nom propre et non pas au nom de la Commission européenne. Mais j'allais dire, on n'en est pas encore du tout là dans les discussions. Euh, et c'est sûr que le Royaume-Uni avait déjà une position complètement sur mesure et était un État qui avait profité autant que possible d'avoir une relation, d'avoir une intégration différenciée par rapport aux autres. Est-ce que là, il devrait s'aligner complètement? La question reste ouverte. Ça dépend beaucoup en fait du climat politique qui sera autour de la table à ce moment-là, parce que les négociations sont techniques et sont juridiques, mais à la fin, elles sont très politiques et ça dépend effectivement dans quel intérêt ça se fait. Je vois l'Islande, par exemple, qui veut rejoindre, enfin, en tout cas, le gouvernement qui veut à nouveau rejoindre l'Union européenne, c'est aussi pour être dans l'euro, pour avoir une monnaie plus stable. Donc, c'est à voir. Euh, sur le NHS, la santé d'abord, justement, c'est intéressant de voir quand on regarde la campagne de 2016, il y a eu deux documentaires intéressants de la BBC qui ont rappelé comment ça ces produits. C'est vrai que c'est vraiment une des premières grandes campagnes aussi de mensonges, je dirais, tout le long à tous les étages. Et le fameux bus de Boris Johnson, donc c'était Boris Johnson, hein, cet argument-là, que on paye 350 millions de pounds à l'Europe et qu'on va à la place le mettre dans les hôpitaux. D'une part, le chiffre des 350 millions était tout à fait discutable. Mais en même temps, il touchait là à un point qui a toujours été tout le long du débat britannique de la manière dont le Royaume-Uni contribue au budget européen. Dès le départ, même avant Thatcher, ça a été une question. On se souvient que lorsque les travaillistes sont arrivés au pouvoir, ils trouvaient que Edward Heath avait très mal négocié le budget, l'apport du budget britannique à ce qu'on appelait à l'époque le marché commun, et ils voulaient déjà revoir la contribution budgétaire parce qu'ils avaient l'impression en gros, que les Anglais payaient pour la politique agricole commune qui profitait à la France, alors que, comme Joël l'a rappelé, l'agriculture représente pas des points de PIB autant importants qu'en France, sans parler de la pêche. Et donc, cette question budgétaire, Boris Johnson, là, il touchait à une question sensible dans l'opinion publique, puisque les Britanniques, et on se souvient de la fameuse phrase de Margaret Thatcher en 84, I want my money back, a toujours voulu trouver qu'elle payait beaucoup trop comme contributrice nette au budget et avait un rabais. Donc c'était une façon assez oui, populiste de dire ça. On voit qu'aujourd'hui, les hôpitaux britanniques ont toujours des problèmes de sous-investissement et il y a beaucoup de questions
de file d'attente pour avoir des rendez-vous. Donc, je dirais, ça n'a pas bien sûr été une solution miracle et je pense que peut-être les Britanniques ne se feraient pas prendre une deuxième fois sur un tel argument mensonger. Mais il y avait aussi l'autre affiche qui avait fait beaucoup de bruit, et je reviens sur l'immigration, où Nigel Farage avait fait campagne en mélangeant en fait la question migratoire avec la question de la libre circulation des personnes, qui sont très différentes. Mais effectivement, je dirais en profitant que le référendum se tenait à un moment de crise migratoire importante en Europe. On se souvient de la crise de 2015 à 2016. Donc, c'est vraiment une grande campagne qui a été de désinformation, de jouer sur les peurs, mais aussi du côté des. Je trouve la campagne était assez faible du point de vue des Remainers, qui ont aussi utilisé beaucoup de mensonges ou d'exagérations pour dire uniquement si vous ne votez pas pour rester, voilà ce qui vous arrive, ça va être terrible. Et on voit bien que, bien sûr, il y a eu ces 6 à 8 points de PIB perdus sur 10 ans, mais il n'y a pas eu non plus d'effondrement soudain de l'économie britannique. Et lorsqu'on joue sur les peurs d'un sens ou dans l'autre, eh bien sûr, ça ne peut créer que des grandes frustrations et beaucoup de malentendus. Et en fait, la leçon de tout ça, dans l'opinion publique britannique, c'est aussi, mais c'est pas qu'en Grande-Bretagne, une sorte de désaffection, de dégoût de la politique qui nous balade et qui nous promet monts et merveilles, au contraire, nous fait peur avec des cauchemars et n'est pas assez sur des arguments rationnels et avec beaucoup de désinformation. Merci Sébastien. Et ce point de désinformation de la campagne du Brexit, c'est vrai que, en tout cas, j'ai l'impression que pour le Royaume-Uni, il y a eu vraiment un avant et un après. Dernière question, alors je vais essayer de la résumer assez rapidement. Il y a cette idée que souvent le Royaume-Uni a été tenu par l'Union européenne comme un exemple pour sa sortie et pour calmer les nationalismes qui se réveillent en Europe et qui, pendant longtemps, on le voit très bien en France avec le Rassemblement national, ont prôné la dissolution et la sortie donc, dans le cadre du Rassemblement national de la France de l'Union européenne. Comment les institutions européennes cherchent-elles alors à consigner la nécessité de coopération, et on le voit sur différents plans économiques, notamment de défense pour soutenir l'Ukraine, avec la nécessité aussi potentiellement de garder en fait le Royaume-Uni comme exemple contre les nationalismes. Et est-ce que potentiellement cet exemple du Royaume-Uni et de sa sortie contre les nationalistes est encore un argument qui est valable? Et deux autres questions qui sont plus courtes, mais quid de l'unité en fait du Royaume-Uni avec cette question du Brexit? Où est-ce qu'on voit voilà l'évolution? On sait qu'on sort d'élections locales, donc à la fois local elections qui sont au niveau local mais aussi régional, où au Pays de Galles, les nationalistes ont remporté, ou en tout cas ont gagné le plus de voix, également aussi en Écosse. Donc voilà, sur ces questions, et on pense évidemment à la question d'Irlande du Nord qu'on n'a pas encore évoquée, mais où est-ce que cette union se place? Et également, voilà, 2029, quid de Nigel Farage s'il arrive à Downing Street et quel type de relation peut-on imaginer? Je ne sais pas Peut-être qui que veut c'est Joël commencer. répondre à la question des régions, enfin, des autres nations Allez-y. du pays pour ça. Et je veux bien, si vous voulez, répondre au contre-exemple en fait britannique par rapport aux nationalistes au sens là européen des extrêmes droites. Euh, c'est vrai que aujourd'hui, comme je disais, et on voyait même avec Viktor Orban lorsqu'il était au pouvoir, l'idée de sortir de l'Union européenne n'est pas populaire, encore plus quand on a l'euro. Je pense que la question qui avait beaucoup fait du tort à Marine Le Pen en 2017, c'était qu'elle prenait un retour à l'écu. On se souvient, hein, dans le débat entre deux tours en 2017 avec Emmanuel Macron, elle parlait de l'écu. Et ça a du mal à convaincre les électeurs qui se demandent de quelle monnaie on parle et est-ce que leurs économies vont fondre ou pas. Enfin, et donc, ça n'a pas rassuré. L'euro est un facteur aussi puissant là-dedans. Mais la, Bruxelles en particulier, enfin la Commission européenne, mais les États membres et la France aussi, notamment, veillent à ce que les Britanniques, enfin, les relations avec le Royaume-Uni, ne donnent pas lieu à des précédents qui pourraient peut-être donner envie à d'autres États membres de finalement se dire, je peux effectivement faire mon marché dans ce qui m'intéresse dans le droit européen. Je prends ça, je prends pas ceci, je garde telle loi mais pas celle-là, et finalement le reste, je m'en occupe pas. Non, c'est un tout, sinon la confiance est rompue entre les États membres, et ça devient aussi atrocement compliqué.
Le Royaume-Uni lui-même est attentif en fait à la manière dont on gère les nouvelles candidatures à l'Union européenne. Vous voyez la mission du Royaume-Uni à Bruxelles s'intéresser à l'idée de membre associé, par exemple, qui est avancée par le chancelier Merz pour l'Ukraine. Est-ce que ça pourrait pas être intéressant aussi pour le Royaume-Uni? Voilà. Ce qui est clair, c'est qu'une manière peut-être aussi de, 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 de trouver un moyen de se rapprocher du Royaume-Uni, c'est aussi d'explorer des voies, je dirais, hors UE, d'autres formats. Le Royaume-Uni a tout de suite rejoint la communauté politique européenne qui permet d'avoir des sommets tous les 6 mois avec tous les dirigeants et pour parler d'avoir une discussion stratégique. Elle est dans l'E3, on l'a vu là à Berlin, dans l'E5, dans ces coalitions des volontaires, donc toutes questions de sécurité et défense se font aussi davantage dans ces formats-là. Donc on verra peut-être de plus en plus de formats extra-UE où là, il n'y a pas je dirais, on est moins tenu par les traités européens qui ligotent un peu la manière dont on peut traiter avec le Royaume-Uni. Et pour des questions d'avenir, y compris de sécurité et de défense, un pilier européen de l'OTAN et autres concepts, ou un conseil de sécurité européen, ces idées qui circulent beaucoup en ce moment. Je pense que là, le Royaume-Uni aura toute sa place et ce sera d'autant plus facile que ce sera sans tout la lourdeur et tout le contentieux lié à l'Union européenne. Mais pour l'extrême droite, en revanche, ce n'est pas parce qu'elle ne souhaite pas sortir de l'Union européenne qu'elle n'a pas d'autre moyen, je dirais, de miner le projet européen à l'intérieur. Lorsque vous dites que vous voulez plus contribuer à la même hauteur, il y a un débat aussi en France lancé par M. Bardella de dire on ne veut pas, je veux réduire de moitié la contribution française au budget européen. C'est un peu l'argument aussi on va mettre l'argent des Français ailleurs que dans l'Europe. Bien sûr, vous privez l'Europe des moyens d'agir. Lorsque vous dites que vous ne souhaitez pas, que vous ne reconnaissez pas que le droit européen est supérieur au droit français, c'est aussi toucher la clé de voûte en fait de tout l'ensemble européen. Donc c'est une autre manière, je dirais, de secouer de l'intérieur les piliers européens. Alors vous sortez pas, mais en fait vous faites tout le ramdam à l'intérieur pour en fait que ça ébranler l'édifice. Merci Sébastien. Joël, est-ce que sur la question de Nigel ou de l'Union, Oui, très vite fait sur l'Union, juste pour dire que c'est assez compliqué le système de gouvernement au Royaume-Uni. Tu as un parlement au Pays de Galles, en Écosse, en Irlande du Nord, et ça a été créé en 98-97 par le gouvernement de Tony Blair. Et en fait, c'était beaucoup basé sur être membre État de l'Union européenne, parce que ça veut dire que beaucoup des régulations s'étaient faites au niveau européen, alors ça entretenait un marché unique au Royaume-Uni. Et depuis le Brexit, c'est devenu beaucoup, beaucoup plus compliqué, surtout avec l'Irlande du Nord. Et ça restera compliqué jusqu'à le moment où peut-être dans l'avenir, le Royaume-Uni rejoint le marché unique d'une manière ou une autre. Et on pourrait après on peut dire ça pendant beaucoup de temps, mais on n'a pas le temps maintenant. Et sur l'extrême droite, c'est juste dire que je crois qu'on n'a pas encore apprécié euh, ici au Royaume-Uni euh, la politique européenne de Farage et aussi de Kemi Badenoch, le leader des Conservatives, parce qu'ils disent d'abord qu'ils ils annuleraient tout le reset, alors c'est-à-dire les accords sur SPS et tout ça, ça va partir. Alors c'est là, ils disent, on va augmenter le prix de votre nourriture, le prix de votre énergie. C'est un peu le message qu'ils font passer. Je suis pas convaincu qu'ils le feront s'ils venaient au pouvoir. Mais l'autre chose, c'est qu'ils disent aussi on va quitter le ECHR. Alors en français, La c'est Cour le européenne des droits de l'homme. CEDH. Et ouais, et ça met en question tout l'accord, le TCA qui est là entre le Royaume-Uni et l'Union européenne. C'est basé sur être membre du CEDH. Alors si le Royaume-Uni quitte ça, l'UE pourrait dire bon bah on termine l'accord commercial qu'on a et ça emmène le Royaume-Uni dans des termes no deal comme on parlait beaucoup en 2019 où tu as des tarifs sur le commerce et c'était à l'époque on disait s'il a un forme de deal avec le TCA ça va enlever 5% de PIB mais un no deal ça enlève 8%. Alors c'est nettement pire comparé à le deal qu'on a maintenant. Alors, il a un risque que les choses vont devenir
beaucoup plus mauvaises qu'elles sont maintenant. Et c'est à voir si vraiment au pouvoir, Farage emmènerait ces politiques-là. On l'a vu en Italie avec Meloni, elle est devenue un peu plus modérée quand le pouvoir. Mais ouais, les questions de Brexit sur ce point-là, ils sont pas finis. Il y a toujours des gens qui veulent un forme de Brexit plus dur et des gens qui veulent un forme de Brexit plus molle. Alors ouais, 10 ans après, on a vraiment pas conclu la question. Écoutez, revenir avec cette expression hard Brexit, soft Brexit, regret Britain, c'est vrai que ça réveille en tout cas voilà 10 longues années où on a vécu ce vote, cette sortie et maintenant on imagine les futures relations. Merci, je vois que le temps est écoulé. Merci beaucoup Sébastien, merci beaucoup Joël d'avoir participé à cette Euroquestion. C'était un réel plaisir. Vous pourrez retrouver d'ailleurs cette Euroquestion en replay sur YouTube et je vous souhaite une belle journée. Merci. Merci. Merci beaucoup, au revoir. Au revoir.